nous nous retrouvons ce soir aux environs de 21 heures pour notre émission Au-delà des mots. Ce soir, l'émission sera consacrée à la lithothérapie. Et pour ce faire, nous avons invité une personne qui habite Toulouse, qui est médium, et qui s'appelle Pantanara. Salut Pantanara, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien. Et toi? Ça va, ça va. Alors donc tu es médium, éveilleuse d'âme, c'est ce que je lis sur ta page de Facebook. C'est ça, c'est ça. Et disons que tu t'intéresses de près à la lithothérapie et suite à tes nombreuses expériences, ton chemin de vie, on va dire, et qui t'a mis sur ce chemin-là. Donc peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est la lithothérapie et pourquoi simplement tu t'es intéressé à cela, quoi? Oui, alors, bon, la thérapie, ça vient du grec, hein, lithos qui veut dire pierre, et puis thérapia qui veut dire cure. Voilà, donc c'est vrai que ça donne une première idée. Bon, alors moi, je vais vous expliquer plus en détail, hein, mais ma rencontre avec les pierres, elle date je pense, de mon enfance, hein, puisque j'ai habité à Madagascar, qui est une île où il y a presque toutes les pierres que l'on peut trouver. Voilà, donc je pense que cette sensibilisation n'a pas été pour rien dans cette rencontre vraiment d'amour, hein, c'est vraiment une rencontre essentielle pour moi. Les pierres ont vraiment toute leur place et elles font vraiment partie de mon quotidien. Si on regarde chez moi, il y a vraiment des pierres partout. J'en porte, j'en conseille. C'est vraiment très important. Alors, ce que je peux un petit peu vous dire par rapport à voir un petit peu, on a toujours trouvé des pierres dans toutes les civilisations. En Égypte, par exemple, il y a vraiment très longtemps, on voyait des turquoises, de la cornaline, du lapis-lazuli. Hein, on les plaçait, le jade, on le plaçait autour du cou du nouveau-né. Les cristaux ont fait partie des mythologies. En Chine, par exemple, ils appartiennent au monde des dieux. Pour les aborigènes, les fossiles venaient du temps des rêves. Donc, ils ont vraiment toujours eu leur place, à la fois près des vivants, à la fois près des morts. Voilà, hein, on les cite aussi dans la Bible. Voilà, ça c'est juste pour donner un petit peu une lignée dans le temps. Hein, voilà, des là on parle pierres. on parle pas encore de comment ça s'appelle de la pierre en tant que thérapie, quoi. Non, mais en tous les cas, elles ont toujours été présentes dans différents lieux pour différentes choses. Hein, mais non, on ne parle pas encore côté soins, absolument. D'accord. Apparemment, c'est reconnu, on va dire, plus ou moins depuis les années 50, si je me suis bien renseigné. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement où les gens ont pu dire c'est pas très scientifique, c'est sûr, mais ça fait vraiment quelques années, quelques dizaines d'années qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui travaillent avec. Moi, j'ai fait un stage avec un homme d'Inde qui travaille beaucoup sur les pierres, sur les métaux, et ils l'ont vraiment étudié avec le système énergétique en fait. Hein. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans une certaine logique qui n'est pas très cartésienne, on va dire, mais c'est pas parce qu'on n'explique pas tout que les choses n'existent pas. Oui, tu parles d'énergie là dans les pierres. Donc ça veut dire que la pierre émet des ondes ou donc de l'énergie ou... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vibre en fait. Hein. Donc il y a des gens qui ne l'aperçoivent pas, mais si on prend le temps, qu'on y est attentif, chaque pierre a une vibration. Après, selon notre propre sensibilité, on y est plus ou moins réceptif et ça se travaille, ça se développe comme pour tout. Donc quand on parle de vibration, c'est la fréquence ou l'auto vibratoire, quoi, en fait. Hein. C'est ça que tu veux dire. Hein. Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment, évidemment, pour avoir travaillé dessus et puis échanger avec des personnes, les pierres, elles sont, pour moi en tous les cas et pour d'autres, elles sont vivantes en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui résonne. Voilà. Mais c'est vrai, mais dans certaines religions, il y a l'état de minéral d'abord avant de passer à différents autres états, comme l'état végétal, l'état animal et après l'état humain, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que moi je suis très très intéressée par tout ce qui touche au chamanisme et c'est vrai que le monde minéral n'est pas un monde inférieur, c'est vraiment un monde comme un autre et qui est aussi important que le monde humain. C'est clair, c'est clair. Alors... quand on parle de pierre, on ne va pas parler encore de vertu de chaque pierre, mais disons de la manière de s'en servir plutôt. Comment on les utilise, comment
On peut utiliser les pierres pour les utiliser en thérapie, quoi, on va dire. Oui, alors si tu veux bien, je vais d'abord un peu parler de leur structure en fait. Si tu veux, oui. Si tu veux. Voilà, parce que c'est vrai que les gens, il y a beaucoup d'enfants par exemple qui s'intéressent aux pierres et qui regardent un peu les choses sous un œil de géologie. Voilà. Oui. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que chaque pierre, il y a des familles en fait. C'est comme s'ils avaient chaque famille a une identité spécifique, c'est-à-dire que c'est la chimie qui les classifie. On parle de tout ce qui la radiation terrestre, l'influence du soleil. On parle en fait de leur structure cristalline. Voilà. Et en fait, elles sont classifiées. Donc, on parle par exemple d'une structure cubique. Bon, l'exemple, c'est le grenat. Orthostrombique, c'est le péridot. Donc, en fait, il y a des familles. Donc, ça, c'est vraiment une approche de géologie, de la structure des sols, des volcans. Voilà. Après, il y a toute une autre approche qui est vraiment l'approche, on va dire, énergétique, vibratoire, et qui s'appuie sur une autre logique qui va parler des centres énergétiques. D'accord. Voilà, donc ça, je peux un petit peu en parler. Bon, je ne sais pas si au niveau de tout ce qui est structure chimique, c'est le plus intéressant. C'est pas tout à fait de ça qu'on parle, c'est plus dans le côté énergie et oui, thérapie, quoi. C'est ça. Alors en fait, la façon dont on peut choisir une pierre, il y a plusieurs approches. Soit on fait vraiment une approche intuitive, c'est-à-dire on rencontre une pierre, une couleur nous attire. Il n'y a pas de hasard. Les choses, elles sont justes. C'est-à-dire que si vous êtes attiré par une pierre, c'est que ça correspond à un besoin intérieur que vous n'avez peut-être pas identifié, mais qui se matérialise comme ça. Donc du coup, on peut travailler. Donc on peut se soigner en testant une pierre, en cherchant une pierre avec un pendule. C'est-à-dire vous avez des pierres, des cristaux près de vous, et vous ne savez pas celle qui pourrait vous aider à travailler quelque chose. Donc soit un mot, on va dire physique, mal à la gorge par exemple, ou quelque chose de plus spirituel, quelque chose, une difficulté que vous avez. Donc on peut l'appréhender de plusieurs façons. Ok. Mais disons, en fait, quand tu choisis ta pierre, c'est un peu comme un jeu de cartes, en fait. Quand tu vas dans un magasin et que, tiens, il y a un jeu de cartes qui t'attire pour la voyance, par exemple. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, d'aller à un salon des minéraux et de voir une pierre qui revient et qui nous attire vraiment. Donc, on peut acquérir cette pierre et après aller chercher dans des livres et se rendre compte que cette pierre, elle fait travailler sur ci, sur ça et que du coup, vous en êtes là et c'est ça dont vous avez besoin. Mais on en voit de plus en plus donc des présentations de pierres en lithothérapie dans les salons du bien-être. Oui, absolument, absolument. Alors c'est vrai que du coup, on trouve soit des pierres à l'état brut, soit on trouve des pierres qu'on dit roulées, qui sont du coup polies. Voilà. Moi, je travaille surtout avec des pierres qui sont brutes, puisque pour moi, c'est aussi une façon de respecter la pierre, c'est-à-dire qu'elle est la moins transformée. Elle n'est pas travaillée, quoi, en fait. Voilà, elle n'est pas travaillée. Donc, elle garde un peu ses énergies, on va dire, de départ. Elle n'a pas été malmenée, puisque moi, je considère qu'une pierre, c'est presque comme une personne. Voilà. Donc, il faut qu'elle reste dans son jus, en quelque sorte, quoi. Oui, c'est ça. Après, j'expliquerai peut-être dans une autre partie comment on les nettoie, puisqu'évidemment, les pierres, en fait, elles pompent les énergies, elles en donnent. C'est quelque chose qui est vivant, qui circule. Donc, du coup, il faut les nettoyer, les purifier, les recharger. Et ça, c'est des techniques, en fait. Voilà. Et comment ça t'est venu, cette idée de t'intéresser à la pierre, alors? Ah, mais moi, je pense que c'est sûrement quelque chose autour de l'enfance, puisque j'ai habité pendant 7 ans en Afrique et que le pays où je suis restée le plus longtemps, qui était Madagascar, c'est un pays où il y a énormément de pierres. Il y a vraiment des choses, presque tout le panel des pierres que l'on trouve dans le monde, on le trouve sur cette île. Donc, quand je me suis, on va dire, dans mon cheminement personnel, spirituel, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé et je pense que ça vient de là. Après, il y a des synchronicités, c'est-à-dire que j'ai fait un stage avec donc un monsieur qui venait d'Inde, qui parlait des cristaux et des pierres. Je suis allée à un salon des minéraux, voilà. Et c'est des rencontres successives, des attirances, vraiment des choses qui m'ont amenée à faire des méditations avec des pierres, avoir la sensation qu'elles me délivraient des messages. Et puis avec le développement aussi de ma médiumnité, il y a des choses qui se sont un peu articulées, comme si ça s'imbriquait en fait. Donc je suppose, comme tu es médium et que tu fais de la voyance aussi, je suppose que ton pendule, il est en pierre.
Et oui, évidemment. J'imagine bien. Et oui. Au départ, le premier est en bois quand j'avais 20 ans. Et puis après, les derniers sont en pierre. Oui, oui, je porte tout le temps une pierre sur moi. C'est vraiment quelque chose. J'ai tout le temps des pierres dans mes sacs et souvent je les distribue en fait, hein, parce que souvent ça coïncide aux besoins de la personne qui est pas loin de moi. Voilà. Donc tout à l'heure, on parlait de l'énergie des pierres. Oui. En fait, moi, ça me fait penser à la montre à quartz, en fait, parce que le quartz, Oui. c'est une pierre aussi. C'est une pierre qui amplifie. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé en téléphonie, en plein de choses. En fait, les pierres, elles sont liées au centre énergétique, donc au chakra. Voilà. Et chaque chakra a une couleur. Donc, il y a 7 chakras. Hein. On parle du chakra racine, qui a la couleur rouge. Le chakra sacré, qui a une couleur orange. Le chakra du plexus solaire, qui a une couleur jaune. Celui du cœur, qui a une couleur verte. Celui de la gorge, qui a une couleur bleue. Le chakra crâne, qui a une couleur violette. Voilà. Après, il y a plein d'autres chakras qu'on dit secondaires. Oui, on va prendre juste les 7 principaux, quoi. Hein. Voilà, exactement. Et pour chaque chakra, donc comme il y a une couleur, ça correspond à des pierres. Donc il y a plein de pierres, mais par exemple, par rapport au chakra racine, on peut parler du jaspe rouge. Le chakra sacré, on peut citer la cornaline. Par rapport au plexus solaire, il y a la citrine qui est jaune. Celui du cœur qui est vert, il y a le jaspe, il y a l'aventurine. Le bleu, il y a le lapis lazuli. Et le chakra couronne, il y a l'améthyste. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux donner un petit peu la propriété de chaque pierre, quoi, parce que là, tu parles de sacrum, de couleur, mais on ne sait pas à quoi ça sert en fait. Et oui, les bien personnes sûr. vont se dire, tiens, il faut que je mette une pierre sur mon plexus. Oui, mais on ne sait pas à quoi elle sert, quoi, en fait. Oui, alors en fait, tout dépend le besoin qu'on a. Par exemple, alors je le dis pas obligatoirement dans l'ordre, hein, mais par exemple, ce qui me vient, c'est que quelqu'un qui a du mal à dire les choses, qui est en difficulté par rapport à de la communication, hein, donc ça correspond au chakra de la gorge, ce qui peut l'aider, c'est de porter une pierre bleue. Voilà, donc il peut soit la porter sur lui en pendentif, soit dans sa poche, soit faire des méditations et poser une pierre bleue au niveau du chakra de la gorge. Et donc, voilà, ça sera quelle pierre alors, une pierre bleue alors? Alors, une des pierres bleues, c'est le lapis lazuli. D'accord. Voilà. Ça, c'est une pierre bleue. Après, il y a l'azurite aussi qui est bleue. Voilà, il y a plein de. Après, il faut faire vraiment à l'intuition, c'est-à-dire à l'attirance. Il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si on est attiré par une pierre bleu foncé, c'est ça qui est juste. Donc, il faut vraiment aussi poser le mental et faire à l'attirance. Hein, donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'ancrage, ça va être une pierre sur le chakra racine. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une pierre rouge, mais ça peut être aussi des pierres noires. Quelqu'un qui est vraiment très intéressé, très ouvert à la spiritualité, qui cherche un peu plus à s'éveiller, il va plutôt porter une améthyste. D'accord. Voilà. Ah, on a enrhumé là. Oui, je m'excuse, c'est moi qui... Voilà. Après, il y a une pierre qui est le cristal, donc qui est le quartz, qui est une pierre qui amplifie toutes ces pierres. Oui, voilà. Qui leur donne encore plus d'ampleur, on va dire. Bon, il va falloir que je porte une pierre bleue incessamment sous peu. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire un peu plus par rapport au chakra? Oui, je disais par rapport au comment choisir une pierre. Donc, on peut la tester avec un pendule, c'est-à-dire programmer son pendule sur le oui et le non. Et après, prendre la pierre dans sa main et faire circuler, donc faire tourner son pendule au-dessus pour voir un peu quelle direction il prend, qu'est-ce qu'il nous indique. Voilà. Pardonnera, tu peux nous expliquer comment programmer le pendule? Parce que je suppose que là tu as dit juste le oui et le non. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire justement. Donc oui. Alors en fait, les pierres on peut les programmer. C'est pas vraiment ma spécialité, mais par rapport à un pendule, par exemple, il faut lui donner un code. Voilà. Donc à un moment donné, le pendule, il y a aussi une histoire. C'est comme si c'était un prolongement de nous-mêmes. Hein. Et du coup, il faut arriver à trouver un code. Donc, le code le plus simple, c'est trouver le oui et puis trouver le non. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on prend un pendule, on se familiarise avec et on essaie de voir, en lui parlant, on va le dire comme ça, qu'il nous montre en fait comment est le oui pour lui. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai plusieurs pendules et ils disent pas la même chose. Donc, en fait, si le pendule tourne dans un sens et que vous lui dites, voilà, montre-moi le oui, et qu'à chaque fois que vous lui dites, montre-moi le oui, il tourne dans un sens, ça veut dire que pour ce pendule-là,
ce oui-là, il se produit comme ça. D'accord. Voilà. Et on fait la même chose pour le non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pendule va tourner dans un certain sens et vous lui demandez si c'est bien le non pour lui. Voilà. Quand on a trouvé le code, le oui et le non, moi c'est essentiellement ça. Il y a des gens qui font le peut-être. Bon, moi je fais essentiellement ces deux-là. Le peut-être, c'est quand ça va de haut en bas, quoi. Ou de bas en haut. Ouais, oui, voilà. Après, il y a des fois des indications qui sont pas nettes, c'est-à-dire que c'est pas le sujet, c'est-à-dire qu'il faut pas travailler là-dessus. Voilà. Donc du coup, on peut savoir si c'est plutôt une pierre rouge dont on a besoin. À ce moment-là, si c'est cette pierre qui peut nous aider à dépasser cette difficulté-là, voilà, tout dépend de ce qu'on recherche. Donc ça, on peut travailler au pendule. Après, on peut travailler aussi dans un état méditatif, c'est-à-dire s'allonger, avoir des pierres autour de soi, les manipuler dans les mains et essayer de sentir un peu ce qui se passe. Voilà. Et souvent, comme on peut par exemple tirer une carte dans un jeu de voyance, il n'y a pas de hasard. Si vous travaillez, si vous touchez cette pierre-là, c'est que c'est celle-là dont vous avez besoin. D'accord. Mais il y a pas que des pierres de thérapie, il y a aussi des pierres de protection, on va dire. Absolument. Il y a des pierres de protection. Il y a aussi, par exemple, des symboles qui sont travaillés en pierre. Par exemple, je pense au sceau de Salomon, l'étoile de David, qui est un pentacle de protection. Oui, absolument. Il y a des pierres comme l'obsidienne, qui est une pierre très forte, qui est une pierre de protection. Une pierre noire, je crois. Comment ? Une pierre noire. Alors, c'est une pierre noire, absolument, et il y en a une en particulier qui est vraiment céleste. très forte, qui s'appelle l'œil céleste, voilà, qui est très particulière, qui peut même faire remonter des choses un peu, soit d'autres vies, soit des choses un peu enfouies, qu'on n'a pas réussi à régler. Donc, c'est une pierre à manier avec prudence. J'en ai une. Voilà. Moi, c'est une pierre que c'est Christelle Dubois qui me l'avait conseillé quand j'ai animé ma deuxième conférence en salle, quand j'ai fait ma deuxième médiumnité en salle. D'accord. Elle m'a dit, mets-toi ça va te protéger. Puis, ça renvoie le. C'est ça, c'est vraiment ça. Voilà, une pierre aussi qui est une pierre de protection, qu'on appelle un peu la pierre des thérapeutes, c'est la labradorite. Voilà, il y a beaucoup de thérapeutes qui en portent. C'est une pierre qui vraiment permet aussi de se protéger des énergies négatives des autres, parce que comme toute énergie, on est vraiment soumis aux énergies des autres qui ne sont pas obligatoirement mal intentionnées, mais que l'on reçoit. Et il faut arriver à composer avec ça. Tu sais, ça me fait penser, quand tu parles comme ça, ça me fait penser au film Dirty Dancing. Mon territoire, ton territoire. Enfin, mon espace, ton espace. Tu vois ? C'est ça. Oui, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et les pierres, elles permettent ça. Elles permettent à un moment donné d'avoir un sas que pour soi, où on n'est pas en fait, perturbé, dérangé par l'énergie de l'autre. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, mais quand on est empathique, quand on reçoit beaucoup l'autre, il faut être aussi, il faut prendre soin de soi. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de pierres qui sont aussi utilisées en feng shui. Voilà, par rapport à la maison. D'accord. Ah, moi, je pensais que le feng shui, c'était juste l'art et la manière de placer les éléments dans une pièce ou d'apporter des plantes ici et là pour que oui, mais par exemple, ça fait partie. Les pierres sont aussi utilisées. Mais je ne savais pas. Oui, absolument. Elles sont aussi utilisées. Il y a aussi des gens, par exemple, en géobiologie, moi c'est mon cas, qui mettent leur maison sous quartz, par exemple, qui mettent des quartz aux quatre coins de leur maison et qui ont un quartz particulier à un emplacement précis, comme un générateur en fait, et qui permet et de protéger et de se ressourcer dans son espace. Mais là, tu parlais justement de géobiologie et j'ai vu des personnes faire des orgonites avec des pierres dedans et des métaux. Absolument. Oui, c'est quelque chose moi qui me passionne aussi. Il y a vraiment plein de types de construction. C'est quelque chose. Alors c'est un monsieur qui en a parlé dans les années 60. Alors par contre, je vais pas voir son nom exactement. Je sais plus comment il s'appelle ce monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer une petite musique. D'accord. Et on peut reparler de ça précisément. Comme tu auras eu le temps de rechercher le nom et tout ça, et on continuera notre petite discussion. Absolument. D'accord ? Absolument. D'accord. Voilà. On se retrouve dans 3 ou 4 petites minutes. À tout à l'heure. Et voilà, donc c'était une petite annonce pour l'émission Over the Rainbow. Et justement, la question qui va vous permettre de gagner une voyance gratuite porte sur cette émission Over the Rainbow. Alors, elle est toute simple. En fait, c'est qui anime l'émission Over the Rainbow. Voilà. Vous envoyez simplement un SMS au 06 98 80 40 37.
la première réponse, la première bonne réponse gagnera une voyance gratuite. Donc n'oubliez pas de mettre votre numéro de fixe en même temps que votre réponse. Voilà, j'attends votre réponse. Alors Véro, on vient de recevoir un petit message, donc une petite question pour Pantanarana. Elle répondra tout à l'heure. Hein. Connaissez-vous la pierre du cœur ou la pierre d'Uruguay? Si oui, quelle sensation lors du toucher? Il y a Maëva qui nous envoie aussi une demande. Bonsoir, j'ai lu récemment qu'il faut respecter un rapport poids-pierre, poids de la personne quand on les porte sur nous. Est-ce vrai? Gros bisous. Coralie, dédicace à toute l'équipe qui, comme toujours, est formidable, à l'écoute. Et bonne soirée à tous les auditeurs. Voilà pour commencer. Donc, si vous voulez participer à l'émission, vous envoyez aussi un SMS au 06 98 80 40 37. Là, c'est pour passer en direct. Et vous n'oubliez pas non plus d'indiquer votre numéro de fixe. Voilà. Eh ben, on se retrouve avec Pantanara pour la lithothérapie. Voilà. Alors, Pantanara, tout à l'heure, on parlait de Feng Shui et tu étais parti rechercher le prénom d'une personne. Oui, en fait, on parlait également des orgonites. Voilà. Et du coup, ça y est, les choses me sont revenues. J'ai pu trouver ce que je cherchais. Il y a quelqu'un en 1930, Monsieur Reich, il s'appelle. Il a mis au point quelque chose, donc, qui s'appelle les orgonites. Oui, tout à fait. Avec un système pour essayer d'annuler les pollutions vibratoires, en fait. Voilà. Donc, en fait, une orgonite, c'est une construction en résine ou en caramel. C'est assez rigolo, mais ça existe aussi en caramel. Plastique, souvent c'est comme ça plutôt que oui, en fait, oui, ça se fait. Alors, si on veut vraiment quelque chose que naturel, ça se fait en caramel, ça se fait dans un pot que l'on ferme. Et la plupart, les orgonites, elles sont donc en résine. Et à l'intérieur, il y a donc des pierres et du métal. Voilà. Oui. Donc, alors après, il y a aussi des gens qui en font avec, on va dire, quelque chose qui représente chaque règne. Donc, ils peuvent mettre une fleur, ils peuvent mettre quelque chose qui rappelle la mer, voilà, qui travaille un peu sur les éléments. Et ce sont des choses qui permettent de transformer, on va dire, les énergies négatives en positives. Voilà, donc du coup, on peut les faire de plein de formes. Moi, je sais que j'en fabrique. Ah, c'est très décoratif en plus, hein? Alors, c'est très décoratif. Je sais que je suis très attirée par le pyramidal. Donc, du coup, on peut vraiment faire des choses très esthétiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vertus. On les met sur des sources électromagnétiques, donc près des prises. Il y a vraiment des gens qui ont travaillé ça à l'extérieur par rapport à des choses, oui, des grosses sources de pollution. Ils ont fait vraiment des grosses installations. Hein. Quand on fait des recherches sur les orgonites, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors là, je prends la balle au bond. Et je vais te parler des lampes à sel. Parce que quelque part, le sel, c'est aussi un minéral. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise trop. Je sais que c'est un peu... j'ai un peu controversé. J'ai entendu plein de choses différentes. J'ai pas de... Moi, j'aime bien passer par l'expérimentation. Hein, c'est vraiment, d'expérimenter les choses pour m'en faire ma propre idée. Ça m'attire pas spécialement. Je sais qu'il y a plein de gens qui les utilisent. Alors j'ai assisté à une conférence sur la géobiologie il y a quelque temps, donc c'était chez Marilyn à La Rochelle, et la personne parlait justement des lampes à sel et ce géobiologue nous disait que en fait les lampes à sel ne rayonnaient qu'à 5-6 cm, pas plus. Donc n'avait pratiquement aucun effet, aucun intérêt en fait. D'accord. Ah voilà. Oui, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je voulais savoir ce que toi tu en pensais. Oui. Il faut à la fois des modes, des courants. Bon, j'ai pas une idée très arrêtée. J'ai des idées si, sur mes passions, j'y rentre dedans et j'y rentre pleinement. Mais après, je suis pas sur des positionnements trop abrupts. Donc en fait, bon. Peut-être que ça n'a pas un effet extraordinaire, mais ça n'a pas normalement d'effet toxique, je pense pas. L'important est de ne pas tomber malade avec une pierre alors. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a des pierres non, les pierres ne font pas de mal. Après, il y a des pierres qui nous remuent, hein, parce qu'elles nous font travailler certaines choses. Mais selon les vibrations des pierres, il y a des pierres, on va dire, plus douces et d'autres, on va dire, plus fortes. Donc, en effet, on peut réagir de façon différente. Je ne pense pas qu'une lampe pastel fasse cet effet chez Voilà, quelqu'un. c'est clair. Justement, en parlant de pierres fortes, l'œil céleste, à ce qui paraît, il est très fort et certaines personnes ne la supportent pas. Absolument. C'est vraiment une pierre. Je sais que je la porte régulièrement. Je fais vraiment attention à l'état émotionnel dans lequel je suis avant de la porter, parce que ça a vraiment des répercussions. C'est-à-dire que je pense que ça amplifie les émotions et vraiment nous fait ressortir ce qu'il y a à mettre à jour et là où on en est. Donc il faut être capable de le supporter aussi. Ben, j'étais obligé de tirer la mienne. Hein, là, je la porte plus depuis hier parce que comme je suis à moitié mal foutu depuis une semaine, Oui. et ben là, je suis pas en état de porter cette pierre. J'étais obligé de la retirer. Oui, mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Il y a vraiment, c'est une des pierres les plus, j'allais dire, les plus fortes. Oui, oui, ça c'est certain. Oui, il faut être prudent. Après, il faut s'écouter. C'est-à-dire que souvent, notre corps, on a l'indication de si, par exemple, il peut arriver qu'une pierre se casse ou qu'on la perde. C'est pas un hasard. C'est que c'est comme si le travail que devait faire la pierre était terminé. D'accord. Oui, donc au niveau du feng shui, je pense qu'on a fait le tour alors pour le coup alors. Alors, il y a plein de choses dans le feng shui, c'est-à-dire il travaille beaucoup sur l'habitat, hein, sur les directions, sur ce qu'on met, comment on place des miroirs. Il travaille aussi avec des plantes, avec des carillons. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a des livres passionnants là-dessus. On peut vraiment, en tous les cas, son intérieur, son habitation, c'est vraiment un endroit où il faut se sentir en sécurité, où on doit pouvoir se ressourcer. Et il y a plein de sources, de pollution, hein, entre les réseaux. Le Wi-Fi déjà. Alors le Wi-Fi, les réseaux Hartmann, il y a deux choses qui peuvent être dérangeantes et qui peuvent perturber et notre sommeil et notre équilibre. Donc si on s'y penche un peu, il y a plein de choses que l'on peut modifier et qui peuvent vraiment amener à un mieux-être. Alors, est-ce qu'il y a des pierres qu'il ne faut absolument pas porter? Parce que beaucoup trop fortes, beaucoup trop dangereuses, elles nous feraient faire des bêtises ou je sais pas quoi. Alors je dirais pas ça, mais je pense qu'il y a des pierres qui, par exemple, permettent de faire des voyages, du voyage astral en fait, hein, Oui. et des combinaisons, on va dire, de pierres selon selon où on les place sur le corps, qui vraiment, j'allais dire ce mot, font décoller. Et c'est pas obligatoirement. Moi, je suis pas, si vous voulez, pour forcer les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des expérimentations, mais il faut quand même être prudent. Voilà, donc il ne faut pas faire son petit chimiste avec les pierres et tenter des choses. On peut avoir des expériences un peu perturbantes, je pense. Ah ça c'est évident. Déjà avec mon œil céleste là, c'est bon, j'ai compris. Hein. Oui, c'est ça. Et je pense que les pierres, elles donnent les bonnes indications. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout à fait supporter certaines choses et d'autres un peu moins. Donc il faut faire attention. Alors sinon, est-ce que je reste un petit peu dans le feng shui. En fait, on n'a pas fini de faire le tour. J'avais deux questions, un petit peu comme ceux qui font comment on appelle ça avec les baguettes des sourciers là. Oui, absolument. Oui, je vois très bien, oui. Alors, est-ce que le fait de mettre par exemple une pierre de telle sorte dans un coin de l'appartement et selon on va dire les courants telluriques oui. qui passent à travers la maison et mettre une autre de l'autre côté pour rééquilibrer le tout. Est-ce que ça se fait ça aussi? Ah oui, ça se fait beaucoup. Il y a une pierre qui est très particulière, qui s'appelle le Shivalingam, qui est une pierre qui est très importante en Inde, puisque c'est la pierre qui correspond à Shiva, hein, un des dieux. Ah oui, ça c'est en Inde, ça, il me semble. Hein. Absolument, absolument. Et c'est une pierre qui est beaucoup utilisée en feng shui et qui vraiment équilibre vraiment énormément l'intérieur.
Donc c'est une pierre qui a été. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur, je sais plus son nom, qui travaille. Monsieur Lipnik, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah non, 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 du tout. C'est quelqu'un passionnant et qui a fait des tests en fait. Et on se rend compte qu'un lingam, donc moi j'en ai un par exemple qui fait 2 kilos, donc qui fait 25 cm de long sur 10-12 de large. Oui. Il équilibre l'énergie sur plusieurs. Alors il y en a qui disent sur plusieurs kilomètres même. Bah, un peu comme Voilà. le font les orgonites, hein. Absolument. Donc c'est vraiment une pierre qui équilibre beaucoup les énergies puisque c'est une pierre très, oui, entre le yin et le yang. Donc c'est une pierre très équilibrante. D'accord. Alors, si tu pouvais nous donner quelques pierres qu'on utilise sur soi, par exemple en collier, en bracelet, en... Oui. Alors en fait tout dépend un peu ce dont on a besoin. Donc je disais, hein, pour Par exemple, les bébés. Les bébés, je sais qu'on leur met toujours des colliers aux bébés pour les... Alors oui, on leur met des colliers d'ambre par rapport aux dents, puisqu'on dit que c'est une pierre qui aide vraiment à apaiser un peu les douleurs et peut-être même faire en sorte que les dents sortent plus facilement. Donc souvent, alors ce qui est particulier avec l'ambre, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons en fait. Il y a quand même des pierres qui sont contrefaites et c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Donc je vous donne un petit un tuyau, par exemple l'ambre, donc c'est de la résine, c'est quelque chose qui est très vieux. Et si on pique donc en fait avec une aiguille chauffée l'ambre, normalement ça doit sentir la sève parce que la plupart des contrefaçons elles sont en plastique en fait. Évidemment si vous piquez ça va sentir le plastique, le plastique un peu brûlé. Voilà, donc ça c'est des petits tuyaux. Par exemple il y a une pierre qui s'appelle la oolite, qui est une pierre qui ressemble à la turquoise. La turquoise, en fait, l'idée que l'on en a, c'est que c'est une pierre bleue. En fait, il y a beaucoup de turquoises qui sont vertes et qui ont vraiment des couleurs très différentes selon l'origine du pays. Il y a beaucoup de pierres, en fait, où c'est de la houlite que l'on a teintée et les gens les ont teintées dans la masse. Donc, en fait, même si on casse la pierre, la couleur sera aussi à l'intérieur. Donc, c'est vrai que quand on achète une pierre, c'est bien de s'adresser à vraiment quelqu'un dont c'est le métier et où il y a quelque part une éthique parce que selon où est-ce qu'on a trouvé les pierres, eh ben, moi je pars du principe que la pierre elle se charge des énergies, de plein de choses et que si les gens qui les ont récoltées sont vraiment en grande souffrance parce qu'ils vivent dans des conditions terribles, c'est pas une belle chose. Voilà, donc il faut vraiment faire attention, c'est des choix que l'on pose comme tout. Mais c'est fou quand même parce que les pierres c'est pas des choses qui coûtent horriblement cher quoi, donc quel intérêt d'aller faire des contrefaçons de pierres quoi. Et bien, en fait, un exemple, la turquoise, c'est une pierre qui coûte cher. Et en fait, il y a des gens qui vendent sous prétexte, donc ils vendent de la pour de la turquoise, ils vendent des gros morceaux qu'ils vendent pas cher du tout, et les gens pensent que c'est de la turquoise. Donc du coup, oui, la turquoise, c'est vraiment une pierre qui est vraiment chère. Donc les gens, ils font de la contrefaçon pour faire de l'argent. Il y a par exemple, il y a une autre pierre qui s'appelle donc le lapis lazuli que l'on trouve en Afghanistan essentiellement, et il y a de la pierre qui est reconstituée, c'est-à-dire que c'est comme s'il la broyait et il la reconstitue. Ça n'a rien à voir avec une pierre que l'on trouve dans la roche, quoi. C'est un peu pas comme du tout la même chose. dans le bois, on fait du médium en fait avec le bois qu'on compresse et puis. Oui, c'est ça. C'est voilà, ça. on fait des panneaux avec quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Par exemple, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Je change un peu de sujet, mais on a trouvé une grotte qui s'appelle la grotte de le revenir, où on a trouvé des cristaux qui font 10 mètres de long. Il y a que ça. En fait, c'est une grotte qui a été découverte. Souvent, les grottes, elles sont découvertes par hasard. La grotte par exemple, c'est un chien qui était tombé. Voilà, là, c'est une grotte, je crois, qui est en Amérique du Sud, Oui. où ils ont trouvé des cristaux immenses et où des spéléologues, en fait, ont fait un petit peu des études et ils ont rebouché cette grotte pour qu'elle soit conservée. En fait, il s'agit de la grotte de Naïka. En fait, c'est une grotte que l'on a trouvée découverte en 2012 au nord du Mexique. Voilà, c'est une grotte qui est dans le désert du Chihuahua. Voilà, c'est deux mineurs qui l'ont trouvée en perçant un tunnel d'aération. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chercher ça sur Internet, c'est assez magique comme endroit. Tu peux redonner le nom de la grotte? Oui, c'est la grotte de Naïka. C'est écrit Naica avec un tréma. Voilà, Okay. c'est une grotte qui se trouve au Mexique.
Voilà, si les gens ont envie de chercher sur Internet et puis d'aller y faire un tour, comme ça au moins ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que le monde des minéraux et des pierres, c'est un monde extraordinaire qui est sans fin. Moi, je sais que quand les gens partent en voyage, je leur demande pas une carte postale, je leur demande de me ramener une pierre. C'est fou quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux nous parler un petit peu des élixirs? Alors oui, absolument. Je vous donnerai un peu une bibliographie de livres parce que je suis pas On verra ça en troisième spécialisée. partie, plutôt les livres. Comment? On verra en troisième partie les livres. Oui, d'accord, absolument. Voilà. Donc les élixirs de cristaux, on part sur l'idée donc qu'il y a une vibration dans le cristal et que en fait cette vibration, on peut la faire, comment vous dire, on peut la faire passer pour soigner les gens. Et donc, on peut faire, on met des pierres dans de l'eau. Alors, des fois, on les met pas dans. Il y a certaines pierres qui supportent pas l'eau. Donc, en fait, on les met dans une carafe particulière où en fait elle est près de l'eau. C'est-à-dire que la vibration de la pierre va, j'allais dire, contaminer l'eau. Lui donner cette vibration et on va pouvoir boire cet élixir pour travailler sur certaines choses. Donc c'est vrai que la base de ce travail des élixirs, c'est aussi avec le travail autour des centres énergétiques et de la médecine chinoise. Ils travaillent aussi avec les éléments. Ils parlent aussi on parle pas mal de la médecine ayurvédique. La médecine, voilà. J'ai pas compris. Ayurvédique. Ayurvédique. Voilà, ayurvédique. C'est les Indiens qui travaillent avec cette médecine. Ça voilà, c'est quand même quelque chose. Jocelyne adore les Indiens. Voilà. Jocelyne elle présente les émissions le lundi là, pour les associations. Et elle adore tout ce qui parle du chamanisme et des Indiens. D'accord. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant et voilà, les élixirs, si on veut les conserver, donc on laisse donc, j'allais dire, macérer les pierres dans de l'eau ou dans un système comme je vous ai expliqué. Si c'est quelque chose que l'on veut utiliser de nombreuses fois, il faut mettre comme un conservateur, c'est-à-dire qu'on va y mettre un petit peu d'alcool. Si c'est quelque chose que l'on va faire régulièrement, juste on le fait, on le laisse par exemple une nuit et le lendemain on l'utilise et on réitère la mission. Il n'y a pas besoin de le conserver. Voilà. Après, il y a vraiment des livres assez extraordinaires autour de ça et c'est vraiment une autre façon de travailler avec les pierres en fabriquant donc des élixirs. Il y a vraiment des thérapeutes qui c'est un de leurs outils pour soigner. Voilà, on travaille avec comme des tempéraments, c'est-à-dire que on classifie les gens. C'est vraiment assez proche de la médecine chinoise et ayurvédique. Voilà. Voilà, mais concrètement, on fait quoi? On met les pierres dans de l'eau et on boit l'eau ou... Voilà, on laisse en fait, on met les pierres dans de l'eau. Toutes les pierres ne doivent pas être mises en contact avec l'eau. Donc j'ai expliqué avec cette histoire de carafe particulière. On laisse souvent une nuit que la vibration, en fait, ça me fait penser beaucoup à ce monsieur qui a travaillé sur l'eau, monsieur Emoto. Et qui du coup s'est rendu compte, tu connais un petit peu Jeff? Moi, j'ai entendu parler qu'on laissait reposer soit au soleil, soit à l'ombre, ou soit au frigidaire, il y avait différents modes de macération, si on peut dire. Voilà, en fait, ce monsieur, il s'est rendu compte que selon l'intention qu'on donnait à l'eau et la vibration qu'on émettait, l'eau, les cristaux, en fait, quand on l'a congelée, cette eau, n'avait pas la même forme. Voilà, et que donc on peut tout à fait travailler. Moi, ça m'arrive, par exemple, de prendre une bouteille. Donc, on conseille de prendre une bouteille bleue, un bleu un peu cobalt, de mettre un mot sur cette bouteille, c'est-à-dire en ce moment, si on a besoin d'être, travailler quelque chose autour de l'amour inconditionnel, quelque chose autour du pardon, quelque chose autour de la bienveillance, selon le besoin qu'on a. On écrit ce mot sur cette bouteille, et en fait, c'est comme si l'eau allait s'imprégner de cette intention. Cette bouteille, on peut la mettre au soleil. Le soleil, en fait, va la solariser, donc en fait la charger. Et après, on boit cette eau. On sait qu'on est à 80% fait d'eau. Donc, du coup, ça permet vraiment de faire circuler ces intentions. Et c'est vrai que l'élixir, c'est un peu ça. On imprègne, on fait imprégnation de la vibration de la pierre dans de l'eau. D'accord.
On va marquer une deuxième pause musicale. Par contre, en fin d'émission, vous aurez le pouvoir de nous contacter et de poser des questions à Pantanara, en direct bien sûr. Et pour ce faire, il vous suffit d'envoyer donc un SMS au 06 98 80 40 37, ou alors vous posez directement votre question sur le player si vous n'avez pas envie de parler en direct. Vous posez votre question et Pantanara y répondra en fin d'émission. Voilà, en direct. Hein. Voilà, donc on se retrouve d'ici 3-4 minutes après notre titre musical. À tout à l'heure. Voilà, avant la petite page de publicité, nous avons eu le plaisir d'accueillir Nolwenn Leroy et son célèbre trimathlode. Alors, justement, en parlant de voyance, nous avons rendez-vous pour notre émission demain soir avec Au cœur du temps. Donc voilà, ce sera la soirée voyance en direct. Alors nous avons deux nouveaux messages, l'un de la part de Yolène. Tiens, je pense que c'est la Yolène qui a eu sa tarot numérologie hier. Hein. Donc avec une question, j'ai offert une pierre à ma mère, c'est une malachite. Comment puis-je savoir si c'est une vraie ou une fausse? Je l'ai achetée dans une boutique ésotérique à Brest et acheté 20 €, c'est un pendentif. Alors après, il y a Vero come back, please come back, won't you please come back? Oui, pour les pierres fortes comme la moldavite aussi, ça envoie bien. Faut donc pas oublier sa pierre d'enracinement pour méditation aussi. Genre tourmaline, je crois. Bis à vous, encore une émission enrichissante. Merci. Voilà. Si vous voulez donc participer à l'émission, il vous suffit de marquer votre petit message dans le player de la radio. Et en fin d'émission, Pantanara se fera plaisir de vous y répondre. Par contre, si vous voulez intervenir directement dans l'émission, vous m'envoyez un SMS au 06 98 80 40 37. Vous n'oubliez surtout pas de noter votre numéro de fixe, parce qu'on ne rappelle que sur les fixes. Et dès qu'on vous aura rappelé, vous pourrez poser vos questions à Pantanara. Voilà. On retrouve donc notre invité de ce soir, Pantanara, qui nous parle de lithothérapie. Voilà. Absolument. Alors, tout à l'heure, on parlait des pierres qu'on porte. On n'avait pas tout à fait fini le sujet. En fait, c'est jamais fini. Hein. Non, c'est sans fin. C'est ça qui est extraordinaire. On va faire un petit tour simplement. On a parlé des pierres d'ambre qu'on met autour du cou des enfants et voilà, et les autres pierres qu'on porte sur soi alors. Oui. Alors, c'est vraiment selon les besoins que l'on a. Donc, il y a énormément de bijoux en pierre. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup les bijoux en fait dont les pierres ne sont pas trouées, hein, puisque c'est encore une agression pour la pierre. Hein, au niveau vibratoire, c'est pas le mieux qu'elle ait été percée. Après, s'il n'y a pas le choix. Bon, voilà, hein, on fait comme on le sent, mais moi je sais que je préfère des bijoux qui sont sertis plutôt que percés. Oui. Alors, je pense à la labradorite, qui est vraiment une pierre qui est une belle, alors qui est une pierre magnifique, qui est une pierre de protection et qui est vraiment une pierre qui permet de pas être trop polluée par l'énergie des autres. Donc ça, c'est vraiment une pierre qu'utilisent souvent les thérapeutes. Après, il y a le lapis lazuli, donc qui est une pierre bleue, comme l'azurite, qui est aussi une pierre bleue. Hein, c'est vraiment des pierres qui correspondent au chakra de la gorge, donc c'est par rapport un peu à ce qu'on n'arrive pas à dire. Ça facilite la communication. Il y a des pierres vertes. Ce sont des pierres qui correspondent donc, je disais, au chakra du cœur. C'est une pierre assez douce, je pense à la malachite, qui est une pierre qui est vraiment très très belle. Ce qui est extraordinaire dans les pierres, c'est qu'on va vraiment trouver toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs assez pastel et des couleurs très soutenues. On a un peu de mal à s'imaginer que c'est des choses que l'on trouve naturellement, qui existent avec ces intensités, ces contrastes. La labradorite, par exemple, il y en a une particulière qui s'appelle la spectrolite, dans laquelle on a tout le spectre de la lumière, en fait. Wow, c'est joli, ça. Comment ? Ça doit être joli. C'est magnifique, c'est magnifique. Par exemple, moi, il m'arrive de trouver des pierres. J'en ai une en particulier qui est une pierre violette et qui, quand on la regarde, on a l'impression qu'il y a une personne assise dedans et qui, comme si c'était en fait un ange. Voilà, c'est quelque chose d'assez magique et chaque personne va y voir quelque chose de différent. Voilà. Ça revient un peu à l'œil céleste. Dans mon œil céleste, moi, il y a un papillon.
Ah ouais, ah oui, oui. Et voilà, et quand on sait que le papillon, c'est vraiment un symbole de transformation, de développement, ah oui, oui, c'est magique. Et du coup, d'une pierre à l'autre, ça va pas être la même chose. Donc vraiment, chaque pierre est unique, et c'est vraiment, moi je dis, une rencontre d'amour, les pierres. Ah bah c'est clair. Hein. Voilà, donc après, les bijoux que l'on porte, ça dépend vraiment nos envies. Si on est dans une période, par exemple, des gens qui sont un peu à pas arriver à exprimer les émotions, pour qui l'affectif est un peu compliqué, il y a une pierre très douce qui est le quartz rose, qui est une belle pierre à porter. Voilà, donc tout dépend un petit peu. Je sais que par exemple les pierres vertes, à un moment donné, elles peuvent aider tout ce qui est articulaire. Donc elles ont vraiment plein de propriétés. Voilà. Mais c'est quand même à dose homéopathique, c'est pas des sacrées propriétés. Faut pas espérer être guéri en deux Non, jours. Hein, non, c'est vraiment quelque chose autour d'un mieux-être, du bien-être. Hein. Il faut pas tout mélanger. Il faut garder les pieds sur terre. Ça ne remplace évidemment pas un traitement médical. C'est vraiment un plus, une autre façon d'aborder les choses. Voilà, un complément qui peut vraiment être un plus. Tout à fait. Mais c'est important quand même de le dire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment, il faut pas, il faut rester. Chaque chose doit rester à sa place. Hein. Voilà. Avant de passer aux questions-réponses, je vais te demander de donner quelques conseils, si tu en as, pour des auditeurs. Voilà. Et après, on passera un petit peu à ton parcours personnel, à ce que tu peux proposer, ton site et tout ça, etc. Quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux auditeurs Oui, je vais faire ça avec joie. En ce qui concerne les pierres, comme les pierres, en fait, c'est une vibration, elles se chargent obligatoirement. Donc, il faut vraiment s'astreindre, on va dire, à les nettoyer, à les purifier, à les recharger. Donc, il y a des choses assez simples. Il y a des pierres. Alors, on peut passer les pierres, par exemple, sous de l'eau qui coule, hein, mettre sous le filet d'eau coulante, hein, le robinet ouvert, la pierre pendant 1 minute pour la nettoyer. Et après, pour la recharger, il y a quelque chose de tout simple, c'est de la poser dans une coquille Saint-Jacques. En fait, la coquille Saint-Jacques, l'onde de forme, puisque c'est une forme très spécifique, va permettre de la recharger. Parce qu'après, on peut recharger les pierres sur une druse. Une druse, en fait, c'est un amas de cristal. Mais ça veut dire qu'il faut aussi acheter ça. Donc vraiment, les gens que ça intéresse, c'est un beau support. Hein. Le cristal, c'est, on va dire, une pierre qui amplifie. Et c'est une pierre, on va dire, neutre. Parce que sinon, on peut aussi recharger certaines pierres qui sont foncées sur une druse ou dans une géode d'améthyste. Mais ça ne pourra être fait que pour les pierres foncées. Les pierres foncées, l'améthyste, elles peuvent aussi se recharger à la pleine lune. Voilà. Et il y a certaines pierres qui se rechargent plutôt au soleil. Donc ça, il suffit de bien se renseigner. Elles ne se rechargent pas toutes de la même façon. En général, le vendeur sera à même d'expliquer tout. Hein. Absolument. Et puis sur Internet, sinon, on trouve facilement ce genre d'informations. Mais une coquille Saint-Jacques, c'est quelque chose que l'on trouve vraiment facilement, qui ne coûte rien et qui vraiment permet ça. Hein. C'est quelque chose qu'on utilise en feng shui. Et si vous regardez, c'est un symbole que l'on trouve dans plein d'endroits, cette coquille Saint-Jacques. Mais c'est marrant, la coquille Saint-Jacques me fait penser un petit peu à l'antenne parabolique. Et oui, tout à fait. Ça fait penser au solide de Platon, c'est-à-dire que les ondes de forme, c'est-à-dire que la forme, les solides de Platon, ce sont des cristaux que l'on travaille d'une certaine façon et qui correspondent à des éléments. Hein, donc il y a l'isocaèdre, il y en a de différentes formes. Et le fait de les faceter d'une certaine façon, ça fait que l'énergie, elle circule justement d'une façon particulière. Et il y en a qui correspondent à l'élément eau, à l'élément terre. Voilà, donc c'est vraiment très très riche. D'accord. Bon, alors pour terminer, est-ce que tu as je pense que oui quand même, quelques livres à conseiller? Oui, alors par rapport aux minéraux, aux pierres, il y a évidemment beaucoup de livres. Il y a des livres qui sont très connus, d'autres un petit peu moins. Il y a un livre de Monsieur Garnier qui s'appelle Les propriétés énergétiques des pierres et des cristaux. Il a fait normalement 2 tomes. Voilà, donc ça c'est un livre qui est assez connu. Où il y a de belles photos et où il explique plein de choses sur la densité, les propriétés, comment on les purifie. Voilà. Après, il y a un autre livre qui s'appelle Le Dictionnaire de la lithothérapie qui a été fait par Monsieur Reynald Boquero, voilà, qui est assez connu. On en a parlé tout à l'heure.
Voilà. Après, il y a un autre livre d'une dame qui s'appelle Madame Judy Hall, qui s'appelle La Bible des cristaux. Voilà, donc elle a fait aussi 2 volumes. Il y a également un autre livre qui s'appelle Le Guide des élixirs de cristaux de Madame Sénaud et Madame Crochet. Donc c'est pareil, un livre assez intéressant. Et il y a un autre livre qui s'appelle L'âme des pierres précieuses dans la science des 7 rayons. C'est un livre de Michel Coquet. Voilà. Et également un autre livre qui s'appelle donc La Bible du Feng Shui. Voilà, qui est écrit par Simon Brown. Après, il y en a d'autres, mais c'est déjà une petite liste qui peut vous donner quelques pistes. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de Michel Coquet, c'est quelqu'un aussi qui fait de la réflexologie plantaire. Oui, il fait des choses très intéressantes. Ouais, il anime pas mal de conférences justement pour les associations d'aide au deuil. D'accord. C'est quelqu'un de très sympa et de très simple et j'adore cet homme. Bon, ben voilà, donc ça tombe très bien de proposer un petit peu. Oui, c'est un très beau livre que celui dont j'ai parlé. Voilà. Alors, où c'est qu'on peut te retrouver sinon? Alors, on peut me retrouver donc sur mon site, c'est www.pantanara.com. Ah, tu écris comment Pantanara alors? Alors, Pantanara, ça s'écrit Pantanara. C'est un nom en fait que j'ai complètement créé. Panthère, j'imagine. Comment? Panthère, non? Alors oui, absolument. Mon animal totem, c'est la panthère, puisque je suis très intéressée par le chamanisme et que j'ai fait une rencontre il y a quelques années avec un chaman et que donc, lors de voyages chamaniques, j'ai rencontré cette panthère, une panthère noire et qui du coup est vraiment très présente dans ma vie et que je contacte régulièrement, c'est-à-dire que elle m'a montré plein de choses qui m'ont permis de comprendre qui j'étais, ce que j'avais à faire ici. Et voilà, donc mon nom, on va dire, de médium, c'est Pantanara. Il y a également une divinité qui s'appelle Tara, à laquelle je suis assez liée. Il y en a 21 de Tara chez les bouddhistes. Et puis après, une partie de mon prénom, voilà. Donc c'est un mélange, mais c'est vraiment un nom qui je me retrouve bien dans ce nom. Voilà, donc Pantanara, ça s'écrit Pantanara. Bah, tout simplement, en fait. Voilà, tout simplement, comme ça se prononce. Donc, j'ai un site internet, donc www.pantanara.com. J'ai également une page Facebook. Facebook. Voilà, où on me trouve à Pantanara Médium et Veilleuse d'âme. Voilà, et puis après, sur mon site, il y a tous les éléments, où il y a mes coordonnées téléphoniques, un petit peu ce que je propose, même si c'est toujours un petit peu réducteur, c'est-à-dire qu'après, les propositions, elles évoluent, c'est-à-dire que donc je propose des séances de voyance. Après, je fais pas une voyance, je fais une voyance d'âme, je dirais. C'est pour ça que j'ai écrit éveilleuse d'âme, c'est-à-dire que j'aide les gens à éclairer un petit peu ce qu'ils sont, en travaillant sur leurs blessures, ce qui peut, voilà. Et après, j'utilise plein de choses, c'est-à-dire qu'à la fois, je travaille avec des pierres, je travaille avec des canalisations que je reçois, c'est-à-dire qu'avant ma séance, j'ai souvent un moment où je canalise, je reçois des informations que je délivre à la personne, et puis après, je travaille avec différents supports, des fois sans support, mais je travaille avec des supports également. D'accord. Bon, c'est pas mal tout ça. Voilà, voilà. Voilà, donc on va laisser passer une page musicale et on se retrouve de suite après pour les questions-réponses et on vous attend très nombreux. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, et on retrouve donc Pantanara pour les questions. Alors je vous rappelle quand même que la gagnante du jeu de ce soir, c'est Maëva qui nous appelle, qui nous a appelé déjà dans toute première partie d'émission pour la réponse à la question. Alors Pantanara, on va commencer les questions si tu veux bien. Oui, absolument, bien sûr, je suis là. Voilà, alors on n'a pas eu d'appel en direct, donc je vais te poser des questions que les auditeurs nous ont gentiment posées, quoi. Donc je vais faire juste le facteur, quoi, en fait. D'accord, c'est parfait. Dire, hein. Voilà, alors la toute première question était une question de Cindy. Alors elle nous dit comme ça, est-ce que le nom donné à la tourmaline noire est un deuxième nom pour l'œil céleste? Alors, pas du tout. Ce sont 2 pierres différentes. La tourmaline, ce sont des pierres noires, les deux, qui sont des pierres d'ancrage. La tourmaline noire, il y a des tourmalines de différentes couleurs, mais il y en a une qui est noire. Et l'autre, c'est l'obsidienne œil céleste. Donc, c'est 2 pierres complètement différentes. D'accord. Voilà, je pense que Cindy a la réponse à sa question. Voilà. Alors, sinon, on avait donc Maëva, la gagnante de la question
la question du jeu de ce soir, quoi, tout simplement. Alors là, elle nous dit bonsoir. J'ai lu récemment qu'il faut respecter un rapport poids de la personne quand on les porte sur nous. Est-ce vrai? Alors, je n'ai pas ce genre d'informations. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont travaillé particulièrement là-dessus. Non. Ce qui est sûr, c'est que la grosseur de la pierre a quand même une importance. Mais je suis pas sûre qu'il faille faire un ratio poids et voilà. Mais c'est vrai que plus les pierres. Alors, c'est pas évident à porter, mais par exemple des pierres que l'on a près de soi ou avec lesquelles on peut travailler en méditation, c'est vrai que si elles sont un peu grandes, grosses, c'est mieux. Après, autour du cou, à porter, il ne faut pas se charger et avoir un lumbago parce qu'on veut porter une pierre trop lourde. Donc non, je pense pas que ce soit un élément essentiel. Ça me fait rire, ça me fait penser à Obélix et son menhir. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je fais de la phytothérapie, je porte un menhir. Voilà, c'est ça. Bon, c'est juste pour rire. Hein. Voilà. Oui, c'est important de rire. Voilà. Alors, après, on a une question de Véro. Alors, une question à Pantanara. Connaissez-vous la pierre du cœur ou pierre d'Uruguay? Alors, il y a une pierre, en fait, qui s'appelle le cœur d'Uruguay, que j'ai eu l'occasion de toucher. C'est une pierre, en fait, qui a été trouvée donc en Uruguay par un monsieur. Et un autre monsieur, en fait, on lui a confié cette pierre pour faire un peu le tour de France et d'autres pays, pour la présenter aux gens et présenter un peu son histoire. Donc j'ai eu la chance sur Toulouse, elle était exposée, cette pierre, le cœur d'Uruguay. Elle était exposée et les gens pouvaient venir. Moi, j'ai fait une belle rencontre avec cette pierre au niveau vibratoire. J'ai trouvé que vraiment, il se dégageait quelque chose d'assez fort de cette pierre. Donc oui, je la connais. Oui, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec justement avec Véro. Parce que Oui, Véro est une personne qui habite en Picardie, qu'on va bientôt recevoir en Bretagne. d'accord. On lui souhaite la bienvenue. Et elle nous parlait justement que la pierre était là-bas, dans le D'accord, coin par d'accord. là-bas. Et puis elle voulait demander est-ce qu'elle vienne en Bretagne. Parce qu'apparemment, il faut demander à ce que la pierre vienne pour pouvoir après organiser des journées pour aller Oui, la voir, oui, quoi. parce que ce monsieur qui en parle, qui fait des conférences, je pense, accepte assez facilement les lieux qui l'accueillent. Oui, oui, c'est quelqu'un, je pense, qui se rend disponible et qui cherche vraiment à la faire connaître et qui est le plus de personnes qui la voient. Oui. Voilà. Alors après, on a une question de Véro Comeback. Alors, en fait, c'est pas une question, elle parle de quelque chose, donc tu vas juste donner ton avis, quoi. Alors, Oui, oui, pour les pierres fortes, comme la moldavite oui, aussi, absolument. ça envoie bien, donc j'imagine ça a beaucoup d'énergie. Il ne faut donc pas oublier sa pierre d'enracinement pour méditation aussi, genre tourmaline, je crois. Oui, Bise à c'est vous vrai que tous. les. Attends, tu parles trop vite. Oui, pardon, excusez-moi. Bise à vous, encore une émission enrichissante, merci. Voilà. Alors, c'est vrai que la moldavite, c'est une pierre donc qui est verte, qui est un peu translucide, qui est une pierre très 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 forte et qui en effet, il y a plein de gens qui l'utilisent pour des voyages astraux et c'est vrai que c'est une pierre très puissante. Tout à l'heure, quand on en a parlé, c'est celle-là que j'arrivais pas à nommer, mais vraiment c'est une des plus fortes et il faut et comme la steel bean aussi, qui est une pierre très forte. Donc c'est vrai que pour les gens qui travaillent en faisant des méditations, c'est vrai que des pierres d'ancrage pour partir, on va dire, hein, pas partir trop loin, c'est assez essentiel. Voilà, donc c'est une belle précision. Merci. Voilà, bah merci Véro alors. Alors, on a une dernière question donc de la part de Yolène. Alors, j'ai une question. J'ai offert une pierre à ma mère, c'est une malachite. Comment puis-je savoir si c'est une vraie ou une fausse? Je l'ai achetée dans une boutique ésotérique à Brest et acheté 20 euros, c'est un pendentif. Alors, comme ça, c'est un peu difficile de savoir si c'est une vraie pierre ou pas. Après, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux vendeurs chez qui on l'achète, hein. C'est une pierre donc verte qui permet de travailler sur des problèmes d'articulation. C'est vraiment une très belle pierre. Alors après, comment exactement savoir si elle est fausse ou vraie, c'est difficile. Il y a peu de contrefaçons de malachite. J'en ai pas trop entendu. Oui, Voilà, puis donc moi oui. sans compter que là où elle a acheté sa pierre, Yolène, c'est sûrement chez Nicolas,
C'est quelqu'un qui nous fait de la publicité au sein de notre association. Il tient un magasin un magasin ésotérique sur Brest, quoi. Ben voilà, donc ça s'appelle La Nouvelle Culture et c'est des gens très sérieux. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il faut faire confiance. Voilà. Autant des fois sur des sites sur Internet, quand on ne connaît pas la provenance, ça peut être un peu plus compliqué. Autant dans une boutique, quand on connaît les gens, il faut faire confiance. Les gens, ils sont là pour rendre service, apporter de belles choses. Donc il faut être sur une relation de confiance. Ben oui. Voilà, moi je pense qu'on a fini. Je vais réactualiser une dernière fois le navigateur, des fois qu'il y ait une personne qui arrive au dernier moment. Et non. Oui. Donc il n'y a pas de chance au tirage, pas de chance au grattage. C'est comme ça. Bon ben voilà, Pantanara, je suis très heureux de t'avoir reçu. Hein. Oui, merci beaucoup pour ton chef. On a fait une belle émission, je pense. Oui, un très beau moment. Merci je pense qu'on pourra en refaire une autre aussi, parce que je pense qu'il y a des petits terrains qu'on n'a pas explorés, qu'il va falloir aller visiter. Ah oui, ce sera avec grand plaisir. Voilà, le plaisir sera partagé. Super. Et voilà, je vais te quitter pour ce soir. On va se quitter. On va dire bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui, merci pour votre écoute. Voilà, de mon côté, je donne rendez-vous à tout le monde demain soir pour la soirée voyance à partir de 21h pour l'émission. Pour l'émission. À chaque fois, j'oublie le titre de mon émission. C'est bizarre. Hein. Bon, pour mon émission de voyance, voilà. Donc, j'aurai le plaisir de vous faire des voyances en direct. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et une très belle nuit. À bientôt. Bisous, je vous aime.